Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini Tâche Mage Blanc en conditions réelles en partenariat avec GEM, Grenoble École de Management. Je suis Arnaud Sévigné et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo où on va pouvoir s'entraîner en conditions réelles sur ce mini Tâche Mage composé de 6 sous-tests, 4 questions à chaque fois, donc 6 x 4, 24 questions, 100% inédites et 5 minutes par sous-test. Donc durant une demi-heure, là je vais vous lancer d'ici 30 secondes dans ce Tâche Mage blanc. Vous allez tout simplement le réaliser et ensuite on passera au corrigé de chacune des questions avec des explications, des moyens mnémotechniques, des méthodes. Et vous verrez, il y a des questions de niveau facile, des questions de niveau moyen, des questions de niveau un peu plus difficile, exactement comme le jour J. L'objectif là, c'est quand même que vous ayez un bon score, c'est-à-dire 60, 70%, peut-être 80% de bonnes réponses pour que vous ayez fait le plein de confiance avant votre passage. Avant de vous lancer, vous devez absolument télécharger le sujet et l'imprimer. Le lien de téléchargement est disponible en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, c'est fourni par GEM avec qui on est en partenariat. Vous téléchargez le sujet et ensuite vous revenez sur cette vidéo afin que je vous lance le chronomètre. Donc normalement si vous êtes là, c'est que vous avez bien téléchargé le sujet, extrêmement important, imprimez-le aussi. Posez-vous à votre bureau et d'ici 10 secondes, je vous lance un chronomètre pour le premier sous-test de compréhension de texte. Allez, vous êtes prêts? Bon courage à vous, c'est parti pour 5 minutes et pas une seule seconde de plus. C'est parti!
Allez, à présent, vous allez passer au sous-test suivant, en l'occurrence calcul. Donc c'est parti, les 4 questions de calcul, 5 minutes, top chrono.
Allez, les 5 minutes de calcul sont écoulées. À présent, on va passer en raisonnement et argumentation. C'est parti pour 5 minutes top chrono.
Allez, vous venez de terminer raisonnement et argumentation, vous passez à présent au quatrième sous-test. Condition minimale, concentrez-vous bien, listez bien l'ensemble des solutions que vous voulez tester. Et on est parti pour 4 questions en 5 minutes. C'est parti!
Allez, les 5 minutes sont écoulées. À présent, on passe au cinquième sous-test. Expression, concentrez-vous bien parce qu'il n'est pas simple ce sous-test. Et on est parti pour 5 minutes. Allez, top chrono, 5 minutes.
Allez, à présent, vous allez passer en logique. Concentrez-vous bien, c'est parti pour 5 minutes et ensuite on passe à la correction. À tout de suite.
Allez, vous venez de terminer ce minitage mage en conditions réelles. À présent, on va passer tout simplement à la correction. Donc, reprenez votre question 1, on va passer à la correction. Je repasse en mode tableau parce que là, je vais devoir tout simplement écrire au tableau. Je vais vous mettre les réponses et à chaque fois, je vais tout simplement aussi vous donner les explications. Allez, on reprend ce texte sur l'utilisation du bois en France avec les différents types de bois. En l'occurrence, on avait quoi? On avait du bois d'œuvre, du bois d'industrie. On avait quoi d'autre? Il me semble qu'il y avait un dernier type de bois aussi. Du bois énergie, voilà, du bois énergie. Donc, question numéro 1, la bonne réponse en l'occurrence, c'était la C. Donc, question numéro 1, la bonne réponse, c'était la C. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ou en tout cas très souvent pour les parties verbales, c'est-à-dire compréhension de texte, raisonnement et argumentation et expression, vous allez procéder par élimination. Donc, procédez bien par élimination. Regardons ici ce que l'on a. Quelle est la réponse que l'on peut mettre à la place de question 1 dans le texte? Faisons par élimination. Longtemps considérés comme les oubliés de l'industrie. Non, là on ne peut pas dire que ce sont les oubliés de l'industrie, elles étaient quand même bien exploitées, mais pas à 100% de leur potentiel. Donc la A, d'entrée de jeu, je supprime. La B, en plus de leurs nombreux atouts, les forêts, bon, c'est pas la meilleure réponse, parce que c'est un peu trop vague. Réponse C, qui est la bonne, réservoir de carbone et biodiversité. Donc ça c'est bien parce qu'on associe à la fois l'environnement et l'économique, donc on ne sait pas encore si c'est la bonne réponse le jour J, mais il y a quand même part en favorite. La D, contrairement aux préjugés qu'elles subissent, en l'occurrence il n'y a pas de préjugés préétablis ici hein, dans ce texte, en tout cas c'est pas abordé. La E, en plus de leurs vertus reconnues. Donc là vous voyez, s'il y avait une battle, vous auriez pu hésiter pour moi entre la C et la E. Le truc, c'est que les vertus, c'est davantage, c'est un peu trop associé aux humains, à l'espèce humaine. Un peu moins sur le côté des forêts, sur le côté, naturel, économique de la chose. Donc là, c'est quand même une exploitation d'une ressource naturelle. Donc, c'est pas le terme le plus approprié concernant les vertus. Et surtout, réservoir de carbone et biodiversité, c'est beaucoup plus précis. Donc on prend toujours en compte le fond ainsi que la forme, et ici on penche plutôt vers la réponse C, qui est la bonne réponse. Question 2, la bonne réponse en l'occurrence c'était la D, donc comptez bien vos points, plus 4 ou 0. Alors faisons la A. Vous voyez la A déjà visuellement pour un titre c'est beaucoup trop long. Pour un titre on peut la supprimer, c'est beaucoup trop long. La B, une SNBC qui n'a rien de stratégique. Ah non, en l'occurrence, on vous dit que c'est extrêmement important parce que la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone et ça a quand même des conséquences très importantes lorsque vous voyez les montants ou les chiffres qui sont annoncés dans le texte. Donc ça, on supprime directement. La SNBC, nouvelle arme des pouvoirs publics. Là, vous voyez, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop radical, beaucoup trop prononcé. Le texte n'est pas aussi revendicatif. La E, stratégie d'intensification de la sylviculture. La sylviculture, en l'occurrence, de mémoire, je vais quand même juste vérifier, mais de mémoire, il me semblait que c'était bien l'exploitation des poissons. Donc je vais juste regarder ça pour ne pas vous dire de... Oh ben non, je suis bête, la sylviculture, c'est l'exploitation des forêts, bien entendu. Excusez-moi, j'ai confondu avec la pisciculture. Hop, avec la pisciculture, exactement, là, voilà, ok. Et excusez-moi, la pisciculture ou l'aquaculture, et ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'on parle des forêts. Donc toutes mes excuses, sylviculture, l'exploitation des forêts, j'ai confondu, je ne sais pas pourquoi, sylviculture et pisciculture, l'exploitation des poissons. Donc vous pouvez le noter, pisciculture, l'exploitation des poissons, sylviculture, l'exploitation des forêts. Donc par élimination, ici, la bonne réponse étant la D, entre augmentation de la production et impératif de séquestration carbone. Parce qu'on vous dit qu'une fois que le bois est découpé, hop, il capte du coup du carbone qui est utilisé sous d'autres formes, parce que le bois existe toujours, et du coup on plante de nouveaux arbres, donc ça permet de capter encore plus de carbone. Donc ici la bonne réponse était la D. Allez, on passe à la question 3, qui n'était pas forcément si simple, parce qu'elle était un petit peu longue à vérifier, il fallait checker dans le texte. Quels sont les usages du bois évoqués dans le texte? Alors, à chaque fois c'est précisé entre parenthèses en fait quand vous regardez le texte. Le carton, oui c'est cité. Donc 1, 2, 3, le quatrième paragraphe, le carton est entre parenthèses. Il y a écrit pâte à papier ou carton, c'est cité. Les panneaux, de mémoire, c'était les panneaux photovoltaïques. Donc là, je regarde. Où sont les panneaux photovoltaïques? Les panneaux de particuliers isolants. Voilà. Pour fabriquer des produits à vie longue, entre parenthèses, quatrième paragraphe, panneaux de particules, virgule, isolants. Chauffage. Ça, on vous le dit, c'est le fameux bois énergie. C'est le fameux bois énergie, etc.
Oui, voilà, bois énergie, tout simplement. Servant de combustible, servant surtout à produire de la chaleur. Donc ça, c'est dans le cinquième paragraphe. Donc le 1, le 2 et le 3, je garde. Donc je supprime la E, la D, la C. Donc c'est soit la A, soit la B déjà. Et ensuite, le 4, est-ce qu'on fait des parquets? Pareil, c'est cité dans le texte, troisième paragraphe, et transformé en sillage durable, entre parenthèses, parquet, charpente, escalier, etc. Est-ce qu'on fait des meubles? Eh bien, ça paraît un peu intuitif, mais en l'occurrence, ce n'est pas, cité ici. On vous dit qu'on fait le bois d'œuvre, qui est le bois de bonne qualité, donc pour faire, donc en fait, c'est qu'on coupe en tranches pour faire du parquet, des charpentes, des escaliers, des palettes, des cagettes, mais on ne cite pas le mot meuble. Donc, quand le mot-clé n'est pas cité, vous ne validez pas. Écoutez bien ça, pour les questions à choix multiples, soit c'est écrit texto stricto sensu dans le texte noir sur blanc et on valide, soit on ne valide pas. Donc pour les questions à choix multiples comme ça, il n'y a pas d'interprétation possible, il n'y a pas de subjectivité possible en l'occurrence, c'est forcément la bonne réponse. 1, plus 2, plus 3, plus 4, meuble n'est pas cité, donc on le supprime. Question 4. Quel est le paradoxe? Donc question 4, je vais vous mettre la réponse. Question 4, la bonne réponse était la B. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel paradoxe apparent semble être soulevé par l'auteur? Alors là, il faut produire plus de produits avec moins de matières premières. Bon, c'est pas forcément ce qu'il dit. La B, il faut produire plus de bois tout en stockant plus de carbone. Au vu de la dégradation du puits de carbone forestier, ces objectifs très ambitieux pourraient cependant évoluer avec la révolution. Ça, pour l'instant, la B, vous voyez, elle est mieux que là. Donc, procédez toujours par battle. La C, il faut valoriser plus le bois que sa valeur. Il faut plus valoriser le bois alors que sa valeur intrinsèque diminue. Non. Non. Il faut plus valoriser alors que sa valeur intrinsèque diminue. Bah non, ça c'est pas vrai. On fait proportionnellement plus de bois d'industrie alors qu'il est de qualité moindre. Bah ça on n'en sait rien, c'est pas écrit dans le texte. Aucun paradoxe n'est soulevé dans le texte. Non. Le paradoxe c'est il faut produire plus de bois tout en stockant plus de carbone. Donc ça peut paraître bizarre parce que comme je vous dis, on coupe des arbres, mais les arbres que l'on coupe, il y a toujours le carbone à l'intérieur de ces différentes planches de bois qu'on voit souvent dans les séries, dans les reportages, qui seront utilisés pour des parquets, les charpentes, des escaliers, tout ça. Ce qui permet de planter de nouveaux arbres, ainsi que l'augmentation naturelle de la forêt, qui restocke à nouveau du carbone. Donc en fait, cette production de bois plus cette augmentation naturelle de la taille des forêts, ça permet d'augmenter la captation des carbones. Ce qui peut paraître un peu paradoxal. On se dit on coupe du bois, on utilise du bois, alors qu'en fait, ce bois-là, il stocke toujours du carbone. Donc compréhension de texte, voilà comment il fallait faire. On avait un bon entraînement. Et c'était un texte, ma foi, intéressant. On a appris pas mal de choses. Et voilà, c'était plutôt cool. Allez, on passe en calcul. 5, 6, 7, 8. Alors, 5, 6, 7 et 8. Allez, je vais vous donner toutes les réponses. La 5, c'est la C. Et ensuite, bien entendu, on va les corriger. La 6, c'était la D. La 7, c'était la C. Et ensuite, on avait le... Là, c'était vraiment de niveau normal. Hein. C'était classique. Là, honnêtement, il faut faire au minimum 3 sur 4. Au minimum. Premièrement, c'est une question de probabilité. Quelle est la probabilité que la somme des deux faces donne un résultat pair? La bonne réponse était la C. Pourquoi? Déjà, petit rappel. Une probabilité, c'est quoi? C'est en haut, c'est l'ensemble des cas demandés dans l'énoncé. Donc, c'est tous les cas demandés par l'énoncé. En bas, c'est le nombre total de cas. Donc, je répète, une probabilité, en fait, c'est une fraction. En haut, on va lister les cas demandés par l'énoncé. Et en bas, on va lister le nombre total de cas. Commencez par le nombre du bas, c'est-à-dire le dénominateur. On lance en premier dé. Si on vous précise rien, c'est qu'il y a 6 faces. Donc, 2 dés, je lance mon premier dé 6, fois mon deuxième dé 6, ce qui vous donne 36. Ok, donc ça c'est bon. On est forcément sur un total de 36. Ma foi, toutes les réponses sont comme ça. Ensuite, on a quoi en haut? Il faut que la somme des deux faces donne un résultat pair. Ça, c'est un excellent indice. Beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous vous êtes lancés dans les j'écris 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, vous avez commencé à lister, et probablement, je pense que vous n'avez pas forcément la bonne réponse. Si vous voyez qu'on vous pose une question où on vous dit que la somme fait 6, 7, 8, bref, qu'on vous donne un chiffre, vous listez les faces des dés avec des chiffres. D'accord? Si on vous parle de parité, vous mettez le P ou le I pour pair impair. Donc là, moi ici, je ne vais surtout pas lister en mettant 1 plus 1, 3 plus 1, 5 plus 1, tout ça. Parce que je suis à peu près sûr à un moment donné d'en oublier une, deux ou trois. Donc,
ce que je vais faire, et donc utilisez bien ce tips, lorsqu'on vous parle de parité pair ou impair, vous n'utilisez que les pairs et impairs. Ce qu'on va faire là. Si on vous parle de somme ou de multiplication qui est égale à un certain nombre, dans ce cas-là, vous listez avec les faces et les combinaisons de chiffres. Donc, on peut avoir quoi comme combinaison ici? Je peux avoir pair plus pair. Bien entendu, ça fait une somme paire. Mon premier dé qui est pair, mon deuxième dé qui est pair, et le tout me fait une somme paire. Je peux également avoir, par exemple, 2 plus 2 égale 4. Bon. Je peux avoir impair plus impair, 3 plus 3, qui est égal à 6. Je peux avoir 3 plus 3, qui est égal à 6. Ok, très bien. Je peux aussi avoir 2 plus 3, prenez un exemple pour illustrer, 2 plus 3 qui est égal à 5. Je peux aussi avoir l'inverse, 3 plus 2 qui est égal à 5. Donc là, vous voyez, c'est les 4 cas possibles que je peux avoir. Ils sont équitablement répartis. Donc, j'ai la moitié et la moitié. Ce qui est logique en fait. J'ai la moitié de mes solutions qui donnent un résultat pair, l'autre moitié de mes combinaisons qui donnent un résultat impair. Ainsi, j'en ai la moitié. Tout simplement. Il y a 4 scénarios. 1, 2, 3, 4. La moitié, ça donne un résultat pair. L'autre moitié, un résultat impair. Donc, c'est la moitié de 36. 18 sur 36. Donc ça, c'est une question de niveau moyen, moyen, plus. Il faut absolument l'avoir. Donc, retenez bien le tips que je vous ai donné. Si on vous demande de trouver une somme qui correspond à un chiffre, vous faites les combinaisons de chiffres. Si on vous parle de parité, dans ce cas-là, vous utilisez les P et les I comme je viens de faire. Donc ça, c'était une question de niveau moyen plus, mais il fallait la trouver rapidement et surtout être sûr de sa réponse. Donc vous voyez, tâche-mage, ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on vous montre tous les cas possibles. Nous, en l'occurrence, ça fait près de 13 ans avec Joachim qu'on travaille dans le milieu et qu'on a fait des centaines et des centaines de tests différents et des dizaines de tâche-mage en conditions réelles. Donc, on connaît tout ça par cœur. Et en plus de cela, notre communauté de lecteurs fait que on a toutes les questions possibles qui nous sont montées et qu'on peut ensuite vous partager. C'est vraiment ça qui fait la différence. In fine, il n'y a pas photo. Je mets de côté le côté, bien entendu, c'est très important, le côté pédagogie pour faire en sorte que les méthodes soient le plus efficaces possible, quel que soit votre niveau. Parce que l'important, c'est surtout que vous ayez là un bon ou un très bon score, évidemment. Mais c'est surtout que vous compreniez toute la correction pour vous dire « Ah ok, si on m'avait expliqué ça auparavant, j'aurais eu un super score. » Allez, on passe à la question 6. Question 6, la bonne réponse c'était la D. Elle était plutôt de niveau entre facile et moyen. Elle était entre facile et moyen parce qu'elle fait appel à la fameuse base 100 que vous avez dans le grand manuel du tâche-mage. Alors, ça augmente de 20%. Donc si ça augmente de 20%, on est d'accord, ça passe à 120. Donc on passe de 100 plus 20% à 120. Et on vous dit que l'augmentation globale, donc là on ne sait pas de combien ça a augmenté, mais in fine, elle est de 56%. Donc j'ai une première étape à 120, sachant que l'augmentation globale est à 56%, donc de 100 à 156. De combien a-t-on augmenté en pourcentage entre 120 et 156? Alors déjà, calculons en valeur absolue. En valeur absolue, on est d'accord, on a fait plus 36. On a fait plus 36 dans la mesure où je suis passé de 120 à 156. Ces plus 36, là, ils représentent quoi? Eh bien, on va tout simplement découper ce nombre. Imaginons, ayez en tête toujours une barrière un peu symbolique, une barre symbolique. Si je vous avais dit simplement 120 €, ça augmente de plus 10%, vous auriez fait plus 12. Vous auriez fait plus 12. Bon, ok, très bien. Maintenant, je remets une couche de plus 10%. Ça me fait plus 12. Je remets une couche comme une strate de plus 10%. Ça fait plus 12. Eh bien, vous voyez, en voyant ça sous forme de strate, 120 € plus 10%, c'est plus 12. Donc, plus 12, plus 12, plus 12. Ça fait bien plus 36. Et on a donc bien plus 30%. Donc, vous avez le droit d'additionner les couches les unes au-dessus des autres. Je rajoute plus 10%, puis plus 10%, puis plus 10%. D'accord? C'est comme des duplos qu'on additionne, comme des Lego qu'on additionne. Plus 12, plus 12, plus 12. Et bien en fait, c'est une tranche de 10%, une tranche de 10% que j'ajoute et une tranche de 10%. Donc on a bien plus 30% d'augmentation. Donc partez toujours de cette variable de 10% que vous pouvez couper en deux pour faire 5%, que vous pouvez faire x2 pour avoir 20%. Ce qui vous permet de trouver rapidement le résultat de 36.
Donc ça, il faut absolument que vous soyez à l'aise là-dessus. N'hésitez pas à continuer à bien vous entraîner là-dessus. Allez, question 7. Question 7, la bonne réponse, c'était la C. On va voir pourquoi. Alors, j'ai quoi pour la 7? Déjà, je redessine ma voiture. Hop, j'ai le conducteur qui est ici, le passager 1, 2 et 3. Là, j'ai mon volant. Je vais faire comme ça. Hop, en rose. Il faut vraiment s'imaginer la situation. Vous avez un groupe face à vous de combien de personnes? 5 personnes. Donc, j'en ai une. Je vais mettre des points, enfin des barres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 personnes et seulement 2 ont le permis. Donc, seulement ces 2-là ont le permis. Et la question est, de combien de combinaisons différentes je peux placer ces 5 personnes dans la voiture en faisant en sorte, bien entendu, que l'une des 2 personnes qui prennent le siège du conducteur ait le permis, évidemment. Donc imaginez-vous vraiment avec votre voiture, ce groupe-là, combien de personnes je peux placer au volant? Eh bien, j'ai 2 solutions possibles. J'ai 2 solutions possibles. Allez, hop, j'ai placé, imaginons, cette personne au volant. Donc ici, j'avais 2 solutions possibles. Ensuite, combien ai-je de solutions possibles? Là, tout le groupe rentre en compte. Combien de solutions possibles pour le siège passager? Et là, j'en ai 4. Ok, je place, peu importe. Donc, j'efface maintenant le permis, ce qui ne sert à rien. Je place par exemple cette personne. Combien de solutions ai-je pour ici? Siège arrière gauche. Il y a 3 cas. Ok. Je place du coup cette personne. Combien il me reste de solutions ou de personnes possibles pour ce siège? 2. Ok, je place cette personne. Combien de solutions possibles pour ici? 1. Et je place cette personne. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit simplement de multiplier. Au départ, j'avais 2 possibilités, fois 4 possibilités, fois 3, fois 2, fois 1. Ce qui me donne 8, fois 3, 24, fois 2, 48. Donc vous voyez une question de niveau moyen difficile, tout à coup elle devient supra-abordable. Ouais, c'est bon pour tout le monde? D'où la réponse C. Donc ça c'est une question de niveau moyen plus. Il faut absolument que vous l'ayez en tête et que ce soit bien maîtrisé. Question 8. Allez, on passe à la 8. La bonne réponse c'était la E. Donc question 8, la bonne réponse ici c'était la E. Alors on avait quoi là? 2 trains, donc c'était un cas de rattrapage. Donc cas de rattrapage, déjà faisons la méthode. Allez, expliquer dans le grand manuel du Taj-Mahal. Nous-mêmes, on l'explique à nos élèves. Il faut absolument que vous l'ayez bien en tête. Un cas de rattrapage, c'est formaté, donc il faut absolument que vous ayez bon. Vous voyez, la question précédente, elle était un peu déformatée, on s'est adapté à l'énoncé. Là, par contre, c'est 3 étapes, basta. Première étape du cas de rattrapage, vous devez calculer la distance à rattraper. Donc, première étape du cas de rattrapage, vous devez calculer la distance à rattraper. Deuxième étape du cas de rattrapage, une fois que vous savez combien de kilomètres vous devez rattraper, vous calculez l'écart de vitesse. Encore faut-il s'assurer que l'écart de vitesse, enfin que vous alliez plus vite que la personne. Bon. Ensuite, dernière étape, c'est l'étape finale. Selon la formule, T est égal à D sur V. Donc selon la formule, T est égal à D sur V. Donc, en fait, c'est l'étape 1 sur l'étape 2. Donc c'est l'étape 1 sur l'étape 2. Alors on le fait. Calculons la distance à rattraper. On vous dit que le premier train il roule à 150 km/h, donc chaque 60 minutes, chaque heure, il fait 150 km. Là, il part en avance par rapport au deuxième de 20 minutes. Donc en fait, pour l'étape 1, si vous faites 150 km en 60 minutes, en 20 minutes, vous ferez 3 fois moins. Donc vous allez prendre 50 km d'avance. Je répète, si vous avancez à 150 km/h, 150 km en 60 minutes, et que vous prenez 20 minutes d'avance, parce que là on vous dit que le train 2 part au bout de 20 minutes. Donc vous prenez 20 minutes d'avance, vous, train numéro 1, vous partez durant 20 minutes. Vous faites donc 3 fois moins de kilomètres, 50 km. Donc la distance à rattraper quand le train numéro 2 part, c'est 50 km. Deuxième étape, on calcule l'écart de vitesse. Alors, le train numéro 2, il va forcément plus vite, sinon il ne rattrape pas. C'est 200 moins 150. Vitesse du train numéro 2, moins vitesse du train numéro 1. Ce qui nous fait 50 km/h d'écart. Et enfin, dernière étape, comme vous le voyez là, T est égal à D sur V. C'est-à-dire, la distance, c'est quoi à rattraper? 50 km.
sur 50 km/h plus vite. Et l'unité, c'est tout le temps l'heure. Parce qu'on cherche un temps, donc l'unité, c'est l'heure. Vous allez donc mettre 1 heure pour rattraper le train numéro 1. Et 1 heure pour rattraper le train numéro 1, sachant que vous roulez à 200 km/h, vous, train numéro 2, vous roulez à 200 km/h. C'est écrit dans l'énoncé. Donc, vous allez mettre 200 km pour le rattraper. Donc, vous allez mettre 200 km pour le rattraper. Donc là, vous voyez, on a eu à faire un sous-test de calcul qui, ma foi, était vraiment de niveau normal. Il faut absolument bien le maîtriser et bien le gérer, quoi. Donc, on n'a fait que 4 questions parce que c'était un mini-tâche mage, mais en réalité, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. C'est pour ça que ça prend un peu de temps d'organisation et de révision, le tâche mage. Allez, on passe en raisonnement et argumentation. Question 9, 10, 11 et 12. Alors, la question 9, je vous mets la E, B, A. Donc E, B, A et ensuite la B. Ok. Donc comptez bien vos points, plus 4 ou alors 0. Et vous avez forcément répondu aux questions, hein. Même lorsque vous répondez au hasard, souvenez-vous le tips, lorsque vous répondez au hasard, vous répondez toujours la même réponse. N'essayez pas d'équilibrer vos réponses. Vous choisissez votre lettre avant le passage de votre test et vous répondez toujours la même chose. Alors la première. Quelle proposition soutient le plus les propos du paragraphe? Donc il faut bien avoir en tête un truc. Lorsque vous soutenez les propos du paragraphe, vous devez redire la même chose. C'est pas j'ajoute une couche supplémentaire. C'est je fais un copier-coller, je dis la même chose. Donc la bonne réponse était la E. Ne vous dites pas que lorsqu'il n'y a aucune de ces réponses ne convient, il y a plus de chances que ce soit la bonne réponse, hein. Pas du tout, parfois c'est un peu un piège. Donc on vous dit que la Chine n'a jamais produit autant de voitures que par le passé. Faisons par élimination. La position de la Chine sur le marché mondial est hégémonique. Hégémonique, c'est que vous avez une suprématie totale sur le marché, c'est que vous êtes largement leader. On vous dit qu'ils n'ont jamais autant produit de voitures, mais on ne sait pas s'ils sont numéro 1. Est-ce qu'ils sont devant les États-Unis, les USA ou pas? On n'en sait rien. La Chine domine largement le marché automobile mondial. Pareil, on n'en sait rien. Parce que le paragraphe se concentre uniquement sur la Chine et il n'y a pas de comparaison avec d'autres pays. La Chine est le leader, on n'en sait toujours rien. À ce rythme, la Chine devrait rapidement prendre le leadership. On en sait rien, et encore une fois, il n'y a pas de comparaison. Donc en fait, les A, B, C, D, elles disent la même chose, à savoir la Chine est premier, la Chine est premier, la Chine est première, elle est le premier pays. Bref, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de comparaison avec les autres pays. On sait simplement que leur niveau de production nationale a atteint un record. Donc la bonne réponse était la E. A, B, C, D, c'était pas bon. Donc, on termine sur la E. Question 10. Question de figure de style. C'est probablement, écoutez bien, le meilleur retour sur investissement que vous pouvez faire pour les parties verbales. Parce que les figures de style, en fait, le nombre est réduit. Il y en a, on va lire, allez, 12, 13, 14 selon les variantes, il n'y en a pas plus. Donc il n'y a pas une infinité de révisions comme ça peut être le cas pour les fautes d'orthographe, comme, je sais pas, les définitions de certains adjectifs, etc. Ou les locutions latines où il y en a énormément. Là, il y en a, allez, 12, 13, 14. Ici, c'était un chiasme. Un chiasme, c'est une construction, souvent vous avez ça en tête, A, B, B, A. J'énonce une phrase dans un sens et ensuite je la retourne. Donc j'énonce une phrase dans un sens et ensuite je la retourne. Donc concrètement, elle a tué son amour parce que l'amour l'a tué. Elle a tué son amour parce que l'amour l'a tué. Donc j'énonce dans un sens et je retourne dans l'autre le proverbe. Donc c'est un cas classique. Est-ce qu'il faut vivre pour manger ou manger pour vivre? Maintenant, regardons les autres figures de style. Alors, on a un zeugma. Un zeugma, la réponse A, c'est lorsque vous sous-entendez une base verbale. C'est-à-dire que plutôt que de répéter plusieurs fois la même base verbale, vous allez le dire une seule fois et ensuite elle est sous-entendue. Donc, notez bien, un zeugma, c'est lorsqu'on sous-entend une base verbale à l'intérieur de la phrase. Je vous donne un exemple. Qu'as-tu fait cet après-midi? Et vous allez répondre, cet après-midi, je suis allé au restaurant, à la plage et à la piscine. Normalement, vous avez dit qu'une seule fois, je suis allé. Normalement, si on n'utilisait pas cette figure de style qu'on utilise naturellement, on aurait dû dire je suis allé à la plage, puis je suis allé à la piscine, puis je suis allé au restaurant. Bref, on répète à chaque fois je suis allé, je suis allé, je suis allé. Pour éviter cet aspect répétitif et cet aspect un peu lourd de la phrase, on le dit une première fois et ensuite il est sous-entendu avec les virgules. Je suis allé à la plage, au restaurant et à la piscine. Plutôt que de le redire à chaque fois. Notez maintenant la réponse C.
Donc la bonne réponse, hein, on est d'accord, hein, pour la 10 c'est la B. Notez maintenant la réponse C, une litote. Une litote, c'est lorsqu'on exprime en peu de mots l'inverse de ce que l'on pense. Donc c'est lorsqu'on exprime en peu de mots l'inverse de ce que l'on pense. Exemple, vous allez voir vos parents avec un contrôle, une note de 4 sur 20. Ils vont vous répondre « Bravo, je te félicite ». Bah, le « Bravo, je te félicite », ça c'est une litote. Bien entendu, ils ne vous félicitent pas. Donc ça veut dire l'inverse de ce qu'ils pensent et c'est généralement une critique. Un euphémisme. Donc vous pouvez noter euphémisme, PH, réponse D. Un euphémisme, c'est lorsqu'on atténue ses propos pour ne pas blesser quelqu'un. Donc c'est pas simplement arrondir les angles. C'est pas vraiment ça. C'est dans un but bien précis, c'est pour ne pas blesser la personne ou ne pas la rendre triste. Donc c'est atténuer ses propos pour ne pas blesser ou rendre triste quelqu'un. Exemple, il s'en est allé, il est parti, il a rejoint le ciel, etc. plutôt que de dire il est mort. Un pléonasme. Réponse E. Un pléonasme, c'est lorsqu'il y a deux mots qui se suivent de sens identiques. Monter en haut, descendre en bas, un petit nain. Donc c'est deux mots identiques qui se suivent. Ça s'appelle un pléonasme. Le contraire d'ailleurs, vous devez le savoir, c'est un oxymore. Deux mots qui se suivent de sens opposés. Donc tout ça pour vous dire que les figures de style, il y en a encore d'autres, il y a les métonymies, les synecdoques. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les épiphores, les anaphores, les assonances, les personnifications, les images, les métaphores. Tout ça, vous devez absolument bien les maîtriser parce qu'il y en a grosso modo de 12 à 15, allez, grand max 15. Allez, on passe à la question 11. Question 11, la bonne réponse c'était là. Donc là, on avait affaire à une question de logique formelle. Donc dans votre grand manuel, vous regardez la fiche de logique formelle, tout est expliqué. Et si vous voulez vous entraîner, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire en MP ou en DM, on est 100% disponible. Le raisonnement, c'est toujours ça. A, B, donc un élément déclencheur a une conséquence B, non B, non A. Donc A, B, non B, non A. Donc j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Je vous donne un exemple. Je suis français, donc je suis européen. Si tu n'es pas européen, c'est sûr que tu n'es pas français. Par contre, si vous dites ça, c'est faux. Si vous dites je ne suis pas français, donc je ne suis pas européen, bah non, c'est pas vrai ça. Parce que vous pouvez très bien être pas français et donc italien et être européen. Donc je répète, vous pouvez ne pas être français. On peut très bien avoir je suis pas français, mais être européen. Par exemple, si je suis, je sais pas, italien. Donc vous ne pouvez pas dire que A bar égale B bar dans ce sens. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. J'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Donc j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Toujours, toujours, toujours comme ça. Donc ici, la bonne réponse était celle qui ne respectait pas ce schéma-là. C'est la question qu'on vous posait, hein. Faites attention, on vous demandait la réponse qui ne respectait pas le principe de logique formelle. S'il fait beau, je vais chasser. S'il fait beau, je vais chasser. Donc imaginez, vous dites, je sais pas, à votre grand-père, grand-mère, bah voilà, si demain il fait beau, je vais chasser. Et demain, après, elle revient du marché, elle vous dit, bah alors, t'es allé chasser? Elle dit, non, je suis pas allé chasser. Elle en déduit qu'il faisait pas beau. Si tu vois un soleil, si tu vois du soleil, tu vas chasser. T'es pas allé chasser, bah c'est signe qu'il n'y a pas le soleil à la base. Ça, c'est le bon raisonnement. Mais c'est pas ce que dit la réponse A. La réponse A, hélas, c'est le mauvais raisonnement. On vous dit, s'il fait beau, tu vas chasser. Finalement, il n'a pas fait beau, donc je ne suis pas allé chasser. Ça, on a dit que c'était interdit. Dans ce sens-là, la réponse est non. Il n'y a que comme ça. J'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. D'où la réponse A. Donc la logique formelle, il faut vraiment que vous soyez au taquet là-dessus pour vraiment bien la maîtriser. Allez, on passe à la question suivante. La question 12. On cherchait une opposition ici. Donc on cherchait une opposition. Lisez bien les questions, hein, vous ne pouvez pas passer à côté. On cherchait une opposition. La bonne réponse était la B. Alors, on avait quoi? Ah oui, la position du gendarme. Alors la A, on peut la garder au chaud. Ok. Le problème de la A, c'est qu'elle est un peu partielle. Le gendarme de la concurrence s'est prononcé en faveur d'une libéralisation du marché de la pharmacie. Il nous manque le passif, à savoir qu'ils avaient déjà un peu donné ces instructions, mais que ça n'a pas été appliqué. Ce qui est davantage présent dans la B. Donc la B, mieux, parce qu'il y a les deux étapes. Le côté, bah, avant, il y a déjà eu ça, puis finalement, ils remettent un coup de libéralisation. La C, c'est une réponse extrême. Le milieu de la pharmacie va être bouleversé. Réponse extrême.
L'argumentaire présenté dans le précédent avis de gendarme méritait d'être affiné. Un peu trop vague, un peu trop général. Un peu trop, oui, un peu trop général. Donc ici, la moins mauvaise des réponses, c'était la B. Ici, la moins mauvaise des réponses, c'était la B. Allez, on passe à la question suivante. Question 13. Donc là, on passe en conditions minimales. Alors, on avait quoi ici? Donc, je vais vous mettre les réponses. On avait C, C, E, E. Donc, vous voyez, c'est le Taj-Maj, c'est un test qui n'est absolument pas équilibré. Il n'y a pas autant de A, B, C, D, E de bonnes réponses. Donc, quand vous répondez au hasard, vous répondez toujours la même réponse. Sauf si, par exemple, cas particulier, si vous êtes en condition minimale et que vous hésitez entre C et E, bah dans ce cas-là, bien évidemment, on choisit l'une des deux. Alors, on considère deux cercles disposés sur une figure ci-dessous. Ok. Donc, on a le petit cercle et on a le grand cercle. Ouais, bon, il est un peu bizarre. Hutch. Et voilà. Voilà. Ok. On a du coup le rayon qui est comme ceci. Hop, le rayon qui est comme ceci. Et la question qu'on vous pose, c'est quel est le périmètre du plus petit cercle. Donc le périmètre, n'oubliez pas, c'est 2πr, la formule. L'aire du grand est égal à 4 fois l'aire du petit. Information numéro 1, πr carré du grand est égal à 4 fois πr carré du petit. Je me retrouve donc avec une équation. Deux inconnus, le rayon du grand et le rayon du petit. Je ne peux pas répondre à la question. Une équation, deux inconnus, c'est pas bon. Je ne connais pas le rayon du grand, je ne connais pas le rayon du petit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si celui qui est là va au milieu. D'ailleurs, je l'ai mis un peu comme ça par intuition, mais on ne sait pas si ça va au milieu, on n'a pas d'information. Donc, une équation, deux inconnus. Information numéro 2, je redémarre à 0. La différence de périmètre, c'est 2π. Donc, en fait, 2π, là, c'est une valeur réelle. C'est ce qui va un peu tout changer pour après. 2πr du grand, donc le périmètre du grand, moins 2πr du petit cercle, ça fait 2π. Une équation, deux inconnus, c'est pas bon. Donc une équation, deux inconnus, c'est pas bon. Maintenant, j'ai le droit de prendre en compte les deux informations ensemble, et je pense que vous commencez à me voir venir. On se retrouve, donc on valide déjà, réponse C. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec deux équations. Donc on se retrouve avec deux équations, deux inconnus. Donc, il y a une unique solution pour RG, et une unique, donc rayon du grand, et une unique solution pour RP, le rayon du petit. Donc, quand on a un système de deux équations à deux inconnus, on a une seule inconnue pour RG, une seule inconnue pour RP. C'est comme si c'était des X et des Y. Donc, retenez bien, deux équations, deux inconnus. Si le système, les deux équations doivent être bien différentes, hein, si c'est la même chose, ça ne marche pas. Donc, si les deux équations sont différentes et non proportionnelles, donc si les deux équations sont différentes et non proportionnelles, dans ce cas-là, on valide. Deux équations, deux inconnus, 90% des cas on valide, mais 10% des cas par contre ça ne le fait pas. Allez, on passe à la question 14. Question 14, la bonne réponse était la C. Donc question 14, la bonne réponse était, c'était la C. Dans un élevage de chiens, 30% sont des labradors. Donc sur mon nombre total de chiens, déjà l'énoncé me dit que 3 dixièmes, c'est le nombre de labradors. Donc le nombre total de chiens doit forcément être divisé par 3. Donc ça peut être par exemple, par 10, excusez-moi. Ça peut être par exemple, donc 3 dixièmes, ça peut être par exemple 10, 20, 30, 40, 50, etc. Il faut forcément que ce soit divisible par 10, parce que 30%, il faut que ça fasse, enfin pas que par 10 d'ailleurs, hein. Je suis un peu bête, mais ça peut être 30%, 30%, ça peut être aussi 30%, est-ce que ça marche? Bah non, maintenant c'est forcément divisé par 10. Ah oui, c'est pas un tiers, excusez-moi. Oui, 30% c'est forcément divisé par 10. Donc il faut que le total, je note, première condition, il soit divisé par 10. Première condition, il faut qu'il soit divisé par 10. Un chien sur 12, ensuite, un chien sur 12 est un teckel. Donc le nombre total doit être divisible par 10, puis par 12. Donc là, je me mets directement dans l'obsession de me dire, est-ce que j'ai un résultat possible ou plusieurs? Ça se trouve, le nombre total, c'est 120. Ça se trouve, c'est 240. Ça se trouve, c'est 360. Bref, dès que vous avez deux solutions,
c'est pas bon. 120, je peux le diviser par 12. 1 douzième de 120, ça ferait 10 teckens. 3 douzièmes de 120, ça ferait 36 labradors. Et le reste, c'est les autres chiens. Je peux appliquer le même raisonnement avec 240 et avec 360. Donc ça, concrètement, c'est plusieurs résultats possibles, donc c'est pas bon. Ensuite, je redémarre à zéro avec l'information numéro 2. On me dit que maximum, c'est 80 chiens. Ah ouais, 80 chiens, mais là, il n'y a plus ça. Hein. Avec 3 dixièmes, je peux avoir, comme on l'a dit, 10, 20, 30, etc. Donc, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas bon. Maintenant, si je prends en compte les deux informations ensemble, hop, je me retrouve avec quoi? Divisible par 10 et divisible par 12, jusqu'à 80. Et ben en fait, il n'y a que 60. En fait, c'est un PPCM. Regardez. De toute façon, c'est assez rapide jusqu'à 80. 10, bah 10 c'est OK, mais pas avec 12. 20, c'est OK avec 10, mais pas avec 12. 30, c'est OK avec 10, mais pas avec 12. 40, 50, 60. Il n'y a que 60 qui marche avec 10 et 12. 70, c'est pas bon. Donc ici, mon seul résultat possible, c'est 60. Je valide la réponse C pour la 14. Donc listez vos cas. Vous devez toujours être dans l'obsession de trouver au moins 2 résultats différents. Dès que vous en avez 2, c'est next et vous passez à autre chose. Allez, on passe à la question suivante, la question 15. La bonne réponse était la E. Il y a toujours plusieurs solutions. Quelle est mon année de naissance, sachant que je suis né avant 2013? La somme fait 11. Donc moi, je suis là. Quand j'ai fait l'exercice, j'ai fait 2, 0, 0. Il me faut 11. Allez, 2009. Ensuite, j'ai fait 1900, donc ça fait déjà 10. 1901. Non, 1910, 11. Oui, 1901. C'est 11, c'est bien ça? Oui. 2 résultats différents, next. Il y a d'autres solutions, c'est sûr. Dès que j'en ai 2, next. Ensuite, 2 chiffres de mon année de naissance sont identiques. Évidemment, là, 2000, 2001. Voilà, il y a 2 0, 2 0, c'est mort. Si je prends en compte les deux informations ensemble, on arrive très rapidement. C'est une question de niveau facile. Vous avez juste à reprendre 2009, 0 0. 1901, 1 1. 2 résultats différents. Il y en a plein d'autres, mais dès que j'en ai 2 différents, réponse E. Question 16. Question 16, la bonne réponse était... Question 16, la bonne réponse était la E. Alors on avait quoi ici? L'anti-X, est-ce qu'il est pair? Il faut bien comprendre cet exercice. Si vous me répondez oui à la question, c'est un résultat possible. Et dans ce cas-là, c'est bon. Si vous me répondez, donc c'est une question fermée. Si vous me répondez tout le temps non, il ne sera jamais pair, il sera toujours impair, on valide aussi l'information. Parce qu'il n'y a qu'un seul résultat. Ce que je ne veux pas, moi, c'est ça. C'est un mix des deux. Si vous me répondez parfois pair, parfois impair, ça, c'est pas bon. Parce que c'est 2 résultats différents. Donc, ayez bien ça en tête. L'objectif, c'est pas de savoir s'il y a un ou plusieurs résultats. L'objectif, c'est, excusez-moi, je reprends, c'est pas bon ce que je viens de dire. L'objectif, c'est pas de savoir si vous répondez pair ou impair, si vous répondez oui ou non. C'est pas ça l'objectif. En condition minimale, c'est un résultat versus plusieurs résultats. Si tu n'as qu'un seul résultat, que tu répondes oui ou non, si c'est l'une des deux, ça me va. Donc on te pose une question, est-ce qu'il est pair? Soit tu réponds oui, il est tout le temps pair, nickel. Soit tu me dis non, 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 il sera jamais pair, donc impair. Un seul résultat, on valide. Si par contre tu me dis bah parfois il est pair, parfois il est impair, ça par contre c'est 2 résultats différents. Donc on va toujours être dans l'obsession de tenter de trouver 2 résultats différents. Information numéro 1. Alors, x plus y est égal à 13. On est d'accord, je vais pas avoir 7, 6, 6, 7. Une fois x il est impair, une fois il est pair. 2 résultats différents, il y en a plein d'autres. Dès que j'en ai 2, next. 6 fois 7, 7 fois 6, 2 résultats différents pour la multiplication qui est égale à 42. C'est pas bon. Je prends en compte les 2 résultats ensemble, et ben j'ai encore 6 et 7, ou 7 et 6. 2 résultats différents, donc 2 résultats différents. C'est donc pas bon. D'où la réponse E. Donc là, honnêtement, condition minimale, il était vraiment de niveau moyen-moins. Absolument, là, honnêtement, il fallait avoir 4 sur 4. Il faut avoir 4 sur 4 ici.
Allez, on passe en expression. Expression, allez, je vous mets les réponses. Alors, la 17, la 18, 17, 18, 19, 20. On avait quoi pour la 17? On avait la D. Right. On avait la D. La 18, on avait la A. La 19, on avait la A. On avait quoi d'autre ensuite? La 20, on avait la C. Allez, on y va. Question 17. Alors, c'est très fréquent d'avoir ça au Taj Mahal et qu'il y a plusieurs colonnes. Donc, il y a une première colonne de mots, une deuxième, une troisième. Il faut absolument qu'il y ait un effet entonnoir. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas regarder les différentes colonnes de mots. Vous avez, en l'occurrence, c'est la D, A, B, C, D, E. Et vous avez un premier mot qui est souligné, en l'occurrence, donc il faut bien prendre en compte le contexte. Du fait de nombreux conflits d'interprétation, le darwinisme, donc c'est-à-dire en gros, c'est seuls les forts résistent aux dépens des faibles, qui disparaissent, a une histoire et son contenu. Le darwinisme a une histoire et son contenu théorique est parfois flou. Alright. Qu'est-ce qu'on va supprimer est parfois flou. Vaporeux, non, vaporeux, c'est tout ce qui est à l'état de vapeur, donc ça ne va pas. Donc vous supprimez la A, mais dans sa totalité. C'est-à-dire que les trois mots sont tous supprimés. Donc vous ne faites jamais, entre guillemets, une moyenne de 2 colonnes, une moyenne de 3 colonnes. Jamais, jamais, jamais. La B est imprécis. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire la B, on se dit, ok, pourquoi pas, je garde au chaud. La C est parfois vague. Ok, pourquoi pas, je garde au chaud. C'est-à-dire, on passera à la deuxième colonne par la suite. Nébuleux. Nébuleux, c'est tout ce qui manque de clarté. Donc nébuleux, vous pouvez noter la définition, c'est tout ce qui manque de clarté, de netteté, de clarté. Fluide, non, fluide, ça ne va pas. Donc je supprime la E dans sa totalité. Donc ensuite, je vais comparer uniquement, même ça va vous faciliter la tâche, je vais vous comparer uniquement les trois mots de la colonne numéro 2, la B, la C et la D. Donc on a le choix. Darwin lui-même semble osciller. Donc osciller, c'est qu'il hésite entre plusieurs réponses. Mais le mot hésiter, en fait, il est déjà supprimé dans l'A. Donc on ne se pose pas la question de l'A. Il faut vraiment qu'il y ait un effet, j'ai 5 réponses, puis 3, puis 1. Toujours comme ça. Chanceler, bercer, fluctuer. Là, je pense que assez rapidement, en fait, vous allez aller vers la réponse D. Chanceler, c'est en l'occurrence ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, les autres, bercer, fluctuer, pardon, excusez-moi. Fluctuer, c'est ce qu'il y avait de mieux, excusez-moi. Fluctuer, c'est ce qu'il y avait de mieux. Chanceler, bercer, c'est pas bon. Bercer, chanceler, c'est pas bon. Donc, bercer, pardon, et chanceler, c'était vraiment pas bon ici. Et la bonne réponse, c'était la D. Donc, appliquez bien cette méthode parce que vous devez être méga à l'aise avec ça. Donc, vous devez être méga à l'aise avec ça. Et pour ceux qui se posent la question, chanceler, c'est lorsque vous ne tenez pas trop en équilibre et vous êtes proche de tomber. Donc, ça ne correspondait pas avec le côté osciller entre deux significations. Il y avait trop le côté une chute potentielle. Chanceler, c'est ça. C'est hop, ça chancelle, hop, et ça tombe. Donc, ça ne va pas. Question 18. La bonne réponse était la A pour la 18. Et ne vous dites pas pareil. Ne vous dites pas pareil. Ah bah quand on met qu'il y a 0 faute, il y a plus de chances que ce soit ça. Parce qu'une fois sur deux, c'est pas du tout ça. Donc ne vous dites surtout pas qu'il y a plus de chances que ce soit la bonne réponse A. Par contre, notez bien. Certes, il n'y a rien à corriger parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais moi, je vais vous donner, retenez bien, les 3 fautes d'orthographe. Les 3 fautes, pardon. Les plus fréquentes au Taj Mahal. Donc notez-les. Les 3 fautes les plus fréquentes dans la partie expression au Taj Mahal. La première, c'est quoi? La première, c'est tout simplement les accents. Les accents aigus, tréma, circonflexes. Dès que vous en voyez, il faut absolument vous arrêter dessus pour faire le point là-dessus. Ensuite, les doubles consonnes. Donc, je vais m'expliquer. Les doubles consonnes, c'est tout simplement les mots avec 2B, 2R, 2L, 2N, 2M, 2P. Tous ces mots-là, il faut absolument marquer un arrêt dessus. Accent, double consonne et enfin les terminaisons en conjugaison. Et enfin les terminaisons en conjugaison.
Est-ce qu'on met AIS, AIT, EZ, IEZ, AIENT, AIT, etc. Est-ce que c'est du futur? Est-ce que c'est du conditionnel? Donc ça, vous devez vraiment bien le maîtriser. Donc voilà les 3 fautes d'orthographe les plus fréquentes pour la partie expression. Vous devez bien maîtriser. Allez, on continue. Et on est en quoi là? Ah, les questions liées. Les questions liées, pareil. On va commencer par la première colonne et on va déjà supprimer des réponses. Donc la bonne réponse, comme vous voyez, c'est la A. Mais moi, je me comporte comme si j'étais le jour J. Je fais quoi? Donc vous avez lu le paragraphe, notamment la situation politique. Ok, je garde au chaud. Quand je mets ça, ça ne veut pas dire que c'est vague, hein, c'est-à-dire que je garde au chaud. La situation interne. Non, ça par contre, la situation interne, on supprime, ça ne va pas. Notamment la géopolitique des pays exportateurs. Ah, ça ne se dit pas, la géopolitique des pays exportateurs. La géopolitique, c'est une matière, c'est un domaine. La géopolitique des pays exportateurs, non, ça ne va pas. La situation géopolitique, le contexte géopolitique, mais la géopolitique 2, ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas très français ça. La situation économique, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez quoi? Le climat. Non, ça non. Donc ensuite, vous allez simplement comparer la réponse A avec la réponse D. Donc, est-ce qu'on a prévenir? Prévenir, ça signifie tenter d'empêcher. Prévenir d'une baisse des prix du pétrole ou limiter les tendances baissières de l'or noir. En fait, dans un cas, ils se sont réunis dans l'optique comme objectif de lutter contre une baisse potentielle du prix du pétrole, donc c'est pas acté. C'est pour prévenir, c'est en cas de risque. Alors que l'autre, limiter les tendances baissières de l'or noir, c'est comme si c'était inéluctable. Sur le côté, c'est sûr et certain que ça va descendre. Or, ce n'est pas ce que dit le paragraphe. On n'a pas le côté certain en mode ça baisse ad vitam aeternam. Donc la D, en fait, elle n'est pas bonne. Et vous choisissez la A. Donc ici, la bonne réponse était la A, parce que la D, comme s'il y avait une chute du prix et que c'était, entre guillemets, incontestable, c'est pas vrai. C'est pas ce que dit le paragraphe. Donc par élimination, on choisit la A. Allez, on passe à la question 20. Question 20. Je continue la lecture. Dans ce sens, une fois qu'on a répondu en fait la A à la question précédente, une hausse, non. Une réduction forcée, non. En fait, on va assez rapidement, pour le coup, pour une réduction concernée de la production de la part des producteurs, entraînerait généralement une remontée des cours du prix brut. En effet, il y a une relation inverse. Si tu baisses l'offre, le prix augmente. Si tu augmentes l'offre, le prix baisse. Bon raisonnement basique en business management. Donc en effet, là, pour le coup, je trouve que celle-là était plus facile que la question précédente. Et on allait assez rapidement sur la réponse, en l'occurrence pour la 20, sur la réponse C. Donc question 19, c'était la A. Donc on avait 17D, 18A, 19A et 20C. Allez, on passe en logique. Alors, je vous donne les réponses et ensuite, on les explique. Logique, alors, on a quoi? La 21, c'était quoi la 21? Alors, la 21, j'ai mis là. La 22, la 23, la 24. On avait quoi pour la 22? J'avais la AD. Hop. La 23, on avait la D. Et la 24, j'avais la réponse C. Alright. Alors, question 21. Alors, je vous sépare en deux le tableau. Je vous mets la suite logique verticale ici et la suite logique horizontale. Honnêtement, il faut absolument que vous ayez le maximum de points pour le sous-test logique. Le sous-test logique est là pour compenser un sous-test un peu point faible. Logique verticale, en fait, on avait une grande diagonale de -2. Hop, hop, hop. On avait R, ça faisait 18, P16, N14, L12, J10. Donc, c'était une grande diagonale de -2. Donc, il faut absolument connaître tous vos rangs alphabétiques par cœur. R18, P16, N14, L12, J10. Donc, dans l'inconnu, il nous fallait un J à gauche. Donc, toutes les réponses qui n'ont pas un J à gauche, on les barre. À l'horizontale, les sommes de chaque élément, les rangs alphabétiques, la somme de chaque élément, ça fait 27. C'est qu'une des premières méthodes. Donc, pour ceux qui ont vu dans le grand manuel ou qui ont vu avec nous en tant qu'élèves, qui ont été accompagnés par nous-mêmes, vous avez vu les méthodes. Dans un premier temps, vous faites les cas particuliers et ensuite vous appliquez les chemins dans l'ordre dans lequel on vous les a donnés. Et c'est sûr et certain que vous pourrez avoir 100% de bonnes réponses. Cela était vraiment de niveau basique, classique, entre facile et moyen. Réponse A.
Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, il faut simplement bien apprendre et surtout avoir les bonnes méthodes. Allez, question 22. Je vous ai mis la réponse, la bonne réponse c'était la D. Logique verticale. Donc elle était un peu plus difficile celle-là. 34, c'est 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc 34, c'est 3 fois 4 qui est égal à 12. 27, c'est 2 fois 7 qui est égal à 14. 44, c'est 4 fois 4 qui est égal à 16. C'est l'inconnu ensuite ou pas? Oui. Donc là, c'était l'inconnu. Ok, très bien. Et là, c'est 4 fois 5 qui est égal à 20. Donc 3 fois 4, 2 fois 7, 4 fois 4. Donc ça fait 12, 14, 16, 18, 20. Ça faisait plus 2, plus 2, plus 2 à chaque fois. À l'horizontale, on avait une petite diagonale de plus 1. Ça faisait 2, 3, 4, 5. Donc à l'horizontale, on avait une petite diagonale de plus 1. Et n'oubliez pas que l'horizontale, réécrivez-le à la verticale. Donc l'horizontale, réécrivez-le à la verticale. Question 23. Question 23. Allez, on passe à la partie graphique. La bonne réponse, en l'occurrence, comme vous le voyez, c'était la D. On avait quoi ici? Bon, je pense que vous l'avez déjà. Le nombre de barres, première suite logique. Le nombre de barres de la lettre, c'est égal au nombre de côtés. Donc je répète, le nombre de barres de la lettre égale le nombre de côtés de la figure. Donc on a N, 3 barres, 3 côtés. E, 4 barres, 4 côtés pour le rectangle. K, c'est 3 barres, 3 côtés pour le triangle. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous supprimez les réponses qui ne correspondent pas. Deuxième suite logique, c'est quoi? On a 3 barres, puis 4 barres, puis 3 barres, et donc il nous faudra une réponse avec 4 barres, d'où la réponse. D'où la réponse, je vous ai mis la D. Alors excusez-moi, je vais juste refaire une petite vérif. Fait 3, 4, 3, oui 3, ok parfait. Donc lettre, 3 barres, 4 barres, 3 barres. Mais elle n'avait pas 4 barres. Hein. Non, c'était pas bon, là c'était la C, excusez-moi. Pour la 23, la bonne réponse, corrigez juste toutes mes excuses. Hop, c'est moi. Petite erreur dans mon énoncé. Corrigez juste. Donc 3 barres, 4 barres, 3 barres, 4 barres. Bah ouais, mais c'est la C. Hein. Excusez-moi toutes mes excuses. Corrigez juste toutes mes excuses. La bonne réponse, c'était la C. Donc N, ça a 3 barres, puis 4 barres, puis 3 barres, puis 4 barres. Donc ici, la bonne réponse, en effet, c'était la C. Donc dans un premier temps, le nombre de barres correspond, donc le nombre de barres correspond au nombre de côtés. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la C. Est-ce qu'on pouvait déjà trouver avec ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Ouais, on pouvait déjà trouver un peu avec ça. Ouais, en fait, on pouvait déjà trouver avec ça. Ouais, en fait, on pouvait déjà, avec une seule suite logique, c'est vrai que je vous en ai mis une deuxième, on pouvait directement trouver la réponse C avec ça. Nombre de barres égale nombre de côtés, plus 3 barres, 4 barres, 3 barres, 4 barres. Donc, il n'y a même pas besoin de trouver la deuxième, en fait. Bon, bah tant mieux. Parfait. Donc, la bonne réponse pour la 23, c'était la C. Toutes mes excuses si je vous ai fait un petit peu de Tipex. Question 24. La bonne réponse, c'était la C. Alors, quand vous voyez 442, 741, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des grands nombres. En fait, ce sont des chiffres mis côte à côte. Donc, dans un premier temps, je suppose que vous avez fait l'addition. 4, 4, 2, ça fait 10. 7, 4, 1, ça fait 12. 4, 1, 6, ça fait 11. Donc 10, 12, 11, fait plus 2, moins 1, à la limite plus 2. Bon bref, c'est un peu bancal. On regarde et il n'y a pas les réponses qui correspondent. Donc, en fait, quand vous faites ça, il va falloir multiplier. En fait, si le plus ne marche pas, il faut faire un fois. 4 fois 4, 16, fois 2, 32. 7 fois 4 fois 1, 7 fois 4 fois 1, ça fait quoi? C'est 28. Donc moins 4. 4 fois 1 fois 6, 6 et 6, 12, 24. Donc vous remarquez en fait, on fait moins 4, moins 4, moins 4. Donc je dois trouver une réponse qui me donne une multiplication qui est égale à 20. Donc je dois trouver une réponse avec une multiplication qui est égale à 20. Donc j'ai quoi comme solution ici? Il me reste la C et la D. Donc je procède toujours par élimination. Je supprime la A, la B et la E. Il ne me reste plus que la C et la D. Donc je dois repartir à la pêche
à une deuxième suite logique. Deuxième suite logique, quand vous regardez la composition, 442, 741, 416, en l'occurrence, on remarque quoi? Il y a toujours au moins une fois le chiffre 4. Il y a toujours au moins une fois le chiffre 4. Donc, quand vous hésitez entre la C et la D, et bien du coup, on prend la C. Donc, vous voyez, on vient de terminer ce mini tâche-mage en conditions réelles. J'espère en tout cas que ça vous aura bien été. Donc, plus 2, moins 1, je revérifie juste un truc. Plus 2, moins 1, plus 2. Bah ouais, bah en effet, non, mais même, il n'y a aucune addition qui marchait là. Il n'y a aucune addition. Ça faisait quoi? 10, 8, ça fait 10, plus 2, moins 1, plus 2. Ouais, mais non. Ouais, ici la bonne réponse, en effet, c'était la C. Ok. Hop, on est déjà en mode tableau. Ok. Donc là, vous voyez, on vient de terminer ce mini-tâche mage en conditions réelles. C'est 24 questions. Ça vous fait quand même un bon entraînement. Que vous soyez à un mois de passé, à un mois et demi, à 15 jours ou simplement à quelques jours, c'est toujours bon de prendre ces entraînements. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous avez davantage de questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Partagez aussi ce tâche mage blanc avec, je sais pas, vos amis, etc. N'hésitez pas à mettre vos scores aussi. Mettez vos scores en commentaire, comme ça c'est toujours bon de savoir où vous en êtes. Partagez-le au maximum d'élèves et de candidats qui passent tout simplement le tâche mage. Si jamais vous avez des questions, comme vous le savez, vous pouvez nous les poser en DM ou en MP. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt, que ce soit en conférence, en JPO, sur le salon, en prépa, à travers nos livres. On est là pour vous accompagner, c'est vraiment un métier de passion. Et on vous dit à très bientôt, que ce soit pour les épreuves écrites ou les épreuves orales. Allez, salut à tous et bon courage pour vos tests et vos concours. Salut à tous!